fin de l'actualité au Turkménistan, le chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a porté aujourd'hui la voix de l'AES à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Il a appelé les pays à une solidarité en veillant au respect des textes et principes internationaux. Et face à l'infestation massive de jacides dans la zone cotonnière à Sikasso, le gouvernement vient de remettre une importante quantité d'insecticides anti-jacides pour sauver la campagne agricole afin de maintenir les prévisions de 672 000 hectares attendus. Chantage et extorsion, Garibou Pérou nous explique ces deux notions dans la chronique judiciaire. Restez avec nous en fin d'édition. Plus de détails sur ces deux notions sévèrement punies par le code pénal. Et vous le savez certainement, professeur Nti Idriss Mariko, ancien ministre des Sports, des Arts et de la Culture, nous a quittés. Un dernier hommage lui a été rendu aujourd'hui. Bienvenue si vous nous rejoignez sur ORTM 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'ouverture de la grande édition, et nous vous l'annoncions hier, les 4 chauffeurs routiers marocains enlevés le 18 janvier dernier au nord-est de Burkina Faso, près de la frontière avec le Niger, ont été libérés sains et saufs dans la soirée du dimanche 3 août 2025. La libération a été couronnée de succès grâce à la coordination de nos deux États qui ont mené les investigations avec détermination et professionnalisme. Après leur libération, les désormais anciens otages ont été reçus dans la soirée au palais de Koulouba par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le commentaire avec Garibou Pérou. Dimanche 3 août 2025, au crépuscule d'une attente qui n'avait que trop duré, 4 citoyens marocains ont été rendus à la lumière après plus de 6 mois d'un calvaire silencieux. Enlevés dans les confins du nord-est burkinabé à la frontière du Niger, les 4 chauffeurs pris dans l'étau des terroristes recouvrent enfin leur liberté. Mais au-delà du soulagement et du retour des êtres chers, se dessine une réalité plus vaste, plus discrète mais infiniment éloquente, celle d'une coopération exemplaire tissé dans la diplomatie sécuritaire où la stratégie qui a primé sur le tapage et le geste sur le verbe. Cette libération n'est pas le fruit du hasard, elle est née d'une alliance entre l'Agence nationale de la sécurité d'État du Mali et la Direction générale des études et de la documentation du Royaume du Maroc, deux institutions unies par la volonté de sauver des vies humaines. Dans le silence et la prudence des opérations, les deux services ont conjugué leur savoir et croisant leur expertise. Ce sont les silences, les murmures du désert, les traces secrètes qu'il a fallu apprendre à lire, entendre et suivre à travers un vaste territoire. Là où la violence se veut aveugle, l'intelligence malienne a imposé sa clarté. Ce triomphe est au fond le témoignage que la solidarité africaine, lorsqu'elle est portée par des institutions souveraines, n'est pas un simple élan de rhétorique. Elle devient à la fois force, outil et exemple. Depuis hier soir, dans plusieurs foyers marocains, on célèbre le retour d'un proche. Mais à travers ces retrouvailles, c'est aussi tout un continent qui peut entrevoir un modèle de réponse face aux menaces transversales, un modèle fondé non sur l'agitation, mais sur l'action, non sur l'improvisation, mais sur la maîtrise. Face à la montée des périls asymétriques, le Mali et le Maroc offrent ici une réponse discrète mais lucide, déterminée mais mesurée et profondément ancrée dans la réalité du terrain. Les 4 chauffeurs sont arrachés à l'obscurité. Ceux qui les ont sauvés ne réclament ni louange ni fanfare. Leur victoire est de notre ordre et elle se lie dans les regards apaisés et tenaces d'avoir répondu sans faillir à l'appel de la patrie. C'est cela peut-être qu'il convient désormais de nommer avec plus de justesse la diplomatie de la sécurité. Et le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, poursuit sa visite en Asie. Aujourd'hui, il a porté la voix de la Confédération des États du Sahel à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral à Awaza, au Turkménistan, j'y arrive. Au nom des 3 présidents, le Premier ministre a noté avec force que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont été victimes ces dernières années de violations de leur droit à l'accès à la mer. Il a donc appelé ces pays en développement sans littoral à une solidarité agissante en veillant au respect des textes et principes internationaux. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux, Mamari Koné et Alou Touré.
C'est ce mardi à 6h, heure locale, soit 23h, heure de Bamako, que le Premier ministre chef du gouvernement est arrivé à Awaza, une zone touristique nationale sur la côte caspienne au Turkménistan. À son arrivée, la délégation conduite par le Premier ministre est accueillie par l'ambassadeur du Mali en Russie, Seydou Kamiseko, et le vice-premier ministre chargé des questions économiques. Après Almaty au Kazakhstan en 2003, Vienne en Suisse en 2014, c'est Awaza au Turkménistan qui accueille cette année les 32 pays en développement sans littoral. La rencontre de 4 jours a pour thème « Progresser grâce au partenariat ». Le Turkménistan attend beaucoup de cette troisième conférence car elle doit permettre de relever les défis auxquels sont confrontés les pays en développement sans littoral afin de parvenir à un développement durable mutuel. Le thème de notre conférence a une importance mondiale. Cette conférence concerne les dimensions clés de l'activité internationale ainsi que les domaines humanitaires, économiques, le domaine social, environnemental et d'autres. Après avoir dénoncé les obstacles liés aux exportations et la volatilité des cours mondiaux, le secrétaire général de l'ONU a affirmé qu'il ne s'agit pas de citer seulement les obstacles, mais plutôt des solutions. Pour lui, il faut lancer une nouvelle dynamique. Nous devons aussi débloquer des financements concessionnels pour le climat de toute urgence et à grande échelle pour permettre aux pays en développement sans littoral d'investir dans des infrastructures résilientes, un développement durable et une croissance inclusive. Le programme d'action de Awaza fait écho à l'engagement de Séville. Ensemble, ils offrent une feuille de route concrète pour transformer les promesses en capitaux et les capitaux en avancées tangibles. Selon le président de la 79e Assemblée générale de l'ONU, cette troisième conférence se déroule en une année charnière, celle de l'anniversaire des Nations Unies. C'est pourquoi l'ONU vient de décréter le 6 août, journée consacrée aux pays en développement sans littoral. L'Assemblée générale, je peux vous l'annoncer, s'engage à servir d'instance principale de soutien aux pays en développement sans littoral. Nous le ferons à travers un suivi rigoureux de la mise en œuvre du programme d'action d'Awaza. L'examen à mi-parcours est prévu pour 2029. Nous allons également promouvoir le dialogue dans ce contexte comme nous l'avons toujours fait. Après la cérémonie d'ouverture, place à la plénière, au cours de laquelle les pays ont porté leur message à la connaissance des 3000 délégués. 5 panels de haut niveau seront animés lors de cette conférence. Les différents intervenants lors de la plénière pensent qu'il faut repenser le système mondial pour soutenir les 570 millions d'habitants des 32 pays en développement sans littoral dont les économies restent souvent marginalisées, faute d'accès à la mer. La Confédération AES attend du groupe des PDSL une solidarité agissante, y compris en veillant au respect des textes et des principes internationaux. Nous devons donc nous mobiliser chaque fois que des pays ou organisations ont recours à des blocus, des mesures coercitives unilatérales et autres sanctions illégales et illégitimes comme moyen d'enclavement, de pression politique et de déstabilisation contre les pays en développement sans littoral. Monsieur le Président, c'est donc avec beaucoup d'espoir que la Confédération AES prend part à la présente conférence qui nous permet d'évaluer l'état de mise en œuvre du programme d'action de Vienne en faveur des PDSL pour la décennie 2014-2024 et d'envisager de nouvelles perspectives prometteuses. Le plan d'action d'Awaza pour la décennie 2024-2034, qui succède à celui de Vienne, s'articule autour de 5 axes dont la transformation structurelle, le commerce et sa facilitation, le transit et la connectivité, le renforcement des capacités d'adaptation, le financement et les moyens de mise en œuvre. Voilà, troisième conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. La rencontre offre l'opportunité de trouver des solutions et forger des partenariats afin de relever les défis. Le Premier ministre a pris part à la cérémonie d'ouverture présidée par le chef d'État du Turkménistan. Envoyés spéciaux, Mamari Koni et Aloutouri. Monsieur le Président du Turkménistan, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président du groupe des pays en développement sans littoral, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, distingués invités, je voudrais avant tout propos vous transmettre les salutations chaleureuses et fraternelles des pères fondateurs de l'Alliance des États du Sahel, leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES,
et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. Je voudrais ensuite exprimer, au nom des États membres de la Confédération AES, ma profonde gratitude aux autorités turkmènes pour l'accueil bien chaleureux et l'attention particulière dont nous faisons l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville d'Awaza. La Confédération des États du Sahel, entourée de 11 pays voisins et côtiers, couvre environ une superficie de 2 800 000 km² et compte environ 75 millions d'habitants, majoritairement jeunes. Elle est riche de ses terres fertiles, de ses cours d'eau, de ses sources d'énergie et constitue l'un des plus grands réservoirs en ressources minières du monde. Toutefois, les trois États de l'Interland cumulent bien malgré eux une grande partie des défis communs aux pays en développement sans littoral, tels que les coûts élevés des transports et les délais d'acheminement allongés. En dépit de ces difficultés, ils ont été victimes ces dernières années, sous des prétextes politiques fallacieux, de la violation de leur droit à l'accès à la mer et depuis la mer, ce droit pourtant consacré par plusieurs textes, comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, dite Convention de Montego Bay, ainsi que la Convention de 1965 relative au commerce de transit des États sans littoral, nécessite d'être respectée et sa violation mérite une condamnation ferme des Nations Unies. C'est le lieu de remercier la République de Guinée, la République islamique de Mauritanie et la République togolaise pour avoir constamment maintenu leur solidarité avec nos pays en gardant leurs frontières ouvertes. La Confédération AES attend du groupe des PDSL une solidarité agissante, y compris en veillant au respect des textes et des principes internationaux. Nous devons donc nous mobiliser chaque fois que des pays et organisations ont recours à des blocus, des mesures coercitives unilatérales et autres sanctions illégales et illégitimes comme moyen d'enclavement, de pression politique et de déstabilisation contre les pays en développement sans littoral. Monsieur le Président, c'est donc avec beaucoup d'espoir que la Confédération AES prend part à la présente conférence qui nous permet d'évaluer l'état de mise en œuvre du programme d'action de Vienne en faveur des PDSL pour la décennie 2014-2024 et d'envisager de nouvelles perspectives prometteuses. En attendant la réalisation des objectifs fixés à Vienne, la Confédération AES a pris des initiatives hardies et souveraines axées sur le développement endogène, notamment en matière de projets structurants et de mobilisation des ressources internes, d'industrialisation, de transformation sur place de leurs produits locaux pour créer de la valeur ajoutée à nos économies. Dans cette optique, nous avons inscrit au cœur de nos priorités nationales et confédérales des politiques d'investissement stratégiques dans différents domaines prioritaires tels que les infrastructures, l'énergie, l'industrialisation et la diversification économique. Pour contribuer à la réalisation des projets confédéraux dans ces domaines prioritaires, il a été créé la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Sur le plan sécuritaire, nos vaillantes forces armées de sécurité combattent avec succès les organisations criminelles et obscurantistes. En témoigne la neutralisation de nombreux éléments, y compris des chefs des groupes armés terroristes, ainsi que la reddition de plusieurs combattants. L'AES dénonce de nouveau les soutiens multiformes apportés à ces groupes terroristes par des sponsors étatiques étrangers. Monsieur le Président, la Confédération AES a foi en un multilatéralisme à visage humain, celui qui fait de la coopération et de la solidarité entre les peuples un moteur de développement véritable. À cet égard, nous devrions redoubler d'efforts pour une mise en œuvre effective des domaines d'action prioritaires du programme d'action des pays en développement sans littoral. Du reste, une attention particulière mérite d'être accordée au PDSL dans tous les processus intergouvernementaux, notamment sur le relatif à la préparation de la Convention cadre des Nations Unies sur la coopération en matière fiscale, en ce qui concerne la réduction des coûts du transport, des frais de transit et la facilitation des échanges commerciaux. Nous sommes convaincus qu'une fois convenue, cette convention aura un impact certain sur la mobilisation des ressources internes en minimisant les évasions et autres fraudes fiscales qui entachent depuis des décennies l'exploitation de nos ressources naturelles par des multinationales. Au nom de cette même solidarité internationale, il importe d'œuvrer à l'atténuation des vulnérabilités des PDSL. Aussi voudrions-nous appeler à la révision des critères de notation et d'évaluation du risque appliqués aux pays les plus vulnérables, afin que d'ici à 2030, les pays en développement à faible revenu bénéficient d'un financement efficace.
Il est également important de renforcer la coopération entre les pays de transit et les pays sans littoral pour développer des stratégies intégrées plus pertinentes permettant de mieux s'intégrer dans l'économie mondiale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la Confédération des États du Sahel a une grande confiance en l'avenir et œuvre quotidiennement à transformer les défis du moment en opportunités immenses de développement au profit de son peuple. Notre narratif est que le Sahel reste une terre d'opportunités et non pas une région de crise comme s'échine à le dépeindre une catégorie d'opinion. Dans cette perspective, la Confédération AES est disposée à coopérer avec l'ensemble des partenaires dans un cadre équilibré et gagnant-gagnant, sous réserve du respect des principes simples et évidents comme le respect de la souveraineté de nos États, le respect de nos choix stratégiques et la prise en compte des intérêts vitaux de nos populations. Je vous remercie de votre très aimable attention. Voilà, vous venez de suivre le Premier ministre qui a appelé les pays en développement sans littoral à une solidarité agissante en veillant au respect des textes et principes internationaux. Parlons également de cette signature de procès-verbal de la réunion du mécanisme de consultation politique entre les ministres des Affaires étrangères du Mali et du Venezuela. Ce document prévoit de développer la coopération entre Mali et Venezuela dans plusieurs domaines comme l'éducation, le commerce et la sécurité alimentaire. Commentaire Adam Maïga. Les stylos à la main et le document soigneusement posé sur la table. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, et du Venezuela, Iván Pinto, ont signé ce lundi le procès verbal de la réunion du mécanisme de consultation politique Mali-Venezuela à Caracas. Ce procès verbal retrace les échanges entre les deux personnalités sur le renforcement de la coopération entre le Mali et le Venezuela dans les domaines de l'éducation, l'agriculture et l'énergie. Nous sommes naturellement ici dans le cadre du mécanisme de consultation politique entre nos deux pays qui ne s'est pas tenu depuis une dizaine d'années. Et c'est l'occasion pour nous et notre ami Ivan dire que nous rencontrons en marge de beaucoup de renforts internationaux. Aujourd'hui, nous avons eu la chance ensemble de nous asseoir pour réévaluer l'état de nos relations. Et nous avons décidé qu'il était important pour nous de travailler à identifier les moyens de dynamiser cette relation et de renforcer nos relations de coopération. Et nous souhaitons travailler pour pouvoir consolider cette base de coopération entre nos deux pays. Ils ont ensuite abordé plusieurs questions internationales, notamment le renforcement du multilatéralisme, la promotion et la démocratisation des relations internationales. Cela en vue d'une gouvernance mondiale adaptée à un monde multipolaire. Le Mali, en affichant sa solidarité pleine et entière avec le Venezuela, réitère encore une fois son opposition aux mesures de sanctions et aux mesures coercitives unilatérales qui sont injustement imposées au peuple et au gouvernement de Venezuela et souhaite une levée de ces mesures pour permettre au peuple vénézuélien de cheminer pour répondre aux aspirations profondes du peuple vénézuélien. C'est-à-dire que le Mali lui-même a eu à faire face et continue à faire face à l'imposition de ces mesures unilatérales coercitives qui sont contraires à la Charte des Nations Unies, qui sont contraires au droit international. Il a été aussi question de la Confédération des États du Sahel, AES. À ce propos, le ministre Iván Pinto a salué l'action et le leadership du général d'armée Assimi Goïta. Par ailleurs, Abdoulaye Diop et Iván Pinto ont réaffirmé leur soutien au peuple palestinien lors de la réunion du mécanisme de consultation politique Mali-Venezuela. Et toutes nos excuses pour la qualité sonore de l'extrait du ministre Diop. Et pour être un peu plus complet, sachez que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a également rencontré les ministres des Relations extérieures, des Mines et de l'Enseignement supérieur de Venezuela. Ici, à Bamako, ouverture de la session ordinaire de l'APDP, Autorité de protection des données à caractère personnel. Pendant 10 jours, la session va examiner 1300 dossiers, des dossiers relatifs à des demandes d'autorisation, de déclaration et de régularisation de systèmes de vidéosurveillance, entre autres. Le point avec Batraoré.
présence massive des commissaires et cadres de l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP à l'ouverture de cette deuxième session ordinaire de l'année 2025. La tâche est ardue car les dossiers sont nombreux eu égard à l'évolution numérique où les données personnelles sont devenues le miroir de nos vies au dire du président de l'autorité. Pendant 10 jours, plus de 1300 dossiers seront examinés par nos soins. Il s'agit de demandes d'autorisation, de déclarations normales, de demandes de régularisation des systèmes de vidéosurveillance soumises à l'APDP. Nous aurons également à conduire des auditions des responsables de traitement contre lesquels des procédures contentieuses sont engagées sur la base de manquements présumés aux obligations légales. De même, nous nous pencherons sur des propositions de mise en demeure contre une centaine de structures n'ayant pas répondu à nos invitations à la régularisation de leur traitement de données personnelles. C'est donc une session exigeante, ajoutera le président qui invite commissaires et cadres de la structure à plus de concentration tout au long des travaux. Vous conviendrez avec moi que cette tâche est immense. Elle exige de nous rigueur, indépendance, impartialité et discernement. Car chaque dossier examiné n'est pas qu'un acte administratif. Il représente un citoyen, une entreprise, une pratique à encadrer et surtout la vie privée de nombreuses personnes concernées par des traitements de données. Je sais pouvoir compter sur votre engagement et votre expertise, qui n'ont d'ailleurs jamais fait défaut, pour faire de cette session une étape marquante de notre mandat. Enfin, le président de l'APDP a salué la détermination de ses collaborateurs qui se sont donnés à fond pour la réussite de la mission commune depuis le démarrage des activités en 2015. Fin du projet SCOFI, promouvoir la scolarisation des filles au Mali, financé à hauteur de 4,250 milliards de francs CFA. Il a permis le maintien de beaucoup de filles à l'école tout en luttant contre le mariage précoce et d'autres activités pouvant entraver leur scolarisation. Le compte-rendu est signé Fadema Keita. Après 5 ans de mise en œuvre, le projet SCOFI, promouvoir la scolarisation des filles au Mali, fruit d'une coopération exemplaire entre le Mali et le Canada, aura été un projet phare dans le combat pour l'équité éducative, surtout dans les zones couvertes. Les 4,250 milliards de francs CFA débloqués par le gouvernement canadien ont permis aux acteurs chargés de sa mise en œuvre dans les centres d'animation pédagogique bénéficiaires de poser des actes qui promeuvent la scolarisation des filles, enfants et adolescents vivant dans une situation de vulnérabilité. Les activités ont porté d'abord sur le renforcement des capacités des enseignants, le renforcement des capacités des ministères au niveau du niveau central à Bamako, au niveau de concentré, au niveau des académies et des CAP, et ensuite les séances de sensibilisation pour réduire au maximum les obstacles liés à la scolarisation des filles, et ensuite c'est l'appui logistique au niveau des académies et des CAP. Satisfaction totale des bénéficiaires et partenaires. La présentation de la synthèse des stratégies de pérennisation des activités par les directeurs d'académie d'enseignement, les directeurs de centres d'animation pédagogique reste une piste de solution afin de consolider les acquis. En s'attaquant aux principaux obstacles qui entravent la scolarisation des filles dans des écoles localisées dans 5 centres d'animation pédagogique de Baraweli, Bla, Sanando, Ségou et Yangasso, dans les académies d'enseignement de Ségou et San, le projet SCOFI aura largement contribué non seulement à améliorer l'accès, le maintien et la promotion académique des adolescentes et jeunes filles à l'école, mais aussi et surtout à leur permettre de disposer des commodités pour leur plein épanouissement dans l'espace scolaire. En 5 années de mise en œuvre, le projet a permis la formation de plusieurs enseignants aux pédagogies sensibles au genre, la construction et réhabilitation de plusieurs écoles équipées de latrines séparées, la distribution de kits scolaires et bourses aux filles vulnérables, la sensibilisation des communautés sur l'importance de l'éducation féminine, la mise en place d'un système d'alerte précoce contre les abandons scolaires. Acquis perceptibles à Barawili, Bla, Sanando et Ségou sont les fruits des réalisations effectuées dans les domaines pédagogiques, de l'hygiène, de l'eau et de l'assainissement, art social pour le changement de comportement.
Je le disais en titre, bonne nouvelle pour les cotonculteurs face à l'infestation massive des jacides qui menacent la campagne cotonnière. Les autorités de la transition prennent le taureau par les cornes. Une importante quantité d'insecticides anti-jacides a été remise ce mardi au président de la Confédération destinée aux zones les plus touchées. Une intervention d'urgence pour tenter de sauver une partie des récoltes et maintenir les prévisions de 672 000 hectares attendus par la CMDT. Compte rendu, Moussokoro Sérimi et Suleiman Bamba. Un camion lourdement chargé fait son entrée ce 5 août 2025 dans la cour de la filiale sud au CMDT. À l'intérieur, 30 000 doses d'accélérate 500WG, un insecticide homologué destiné à freiner l'avancée des jacides, ennemi déclaré des champs de coton cette année. Ces produits très attendus représentent une réponse urgente des autorités du pays à une crise que les cotonculteurs n'étaient plus sûrs de maîtriser. La réception se ferait en 2 sites. Dans le site où nous sommes aujourd'hui, ça c'est Sikasso qui va réceptionner et la quantité dédiée à San et Kouchala. Et le camion va continuer sur le Bougouni pour les quantités dédiées à la zone OHVN, à la région de Fana et à la région de Kita et à la région de Bougouni même. C'est pour faire face vraiment au pic à l'investation des parcelles déjà qui sont là, mais il y a d'autres produits qui sont annoncés. Mais il faut que le Sénégal ait table ka foko ni ya yi ga furu ko ka furu yelama mais o welo ka anga bokono ko bla parce que anga solution ni ko kapsa ni furu yelama ya be bané et donc effort bade bi ke pour ka so ka corser na sala ni ka na ni iga don so la kapsa e ka yelama ki yere trop churu vraiment yere ya chesi parce que ay nun labla faut ka ta dos ni ya yo kera ko c'est que vraiment gouvernement fana sembala donc anga joka gouvernement kono ka sabari anga gouvernement kono anga en kelente frutigi tate fruit tuguni parce que ni problème nana donc akra national. La riposte contre les jacides prend ainsi forme à travers cette importante acquisition. Et à la réception du produit, le président de la Confédération souligne l'enjeu vital de cette dotation pour une campagne déjà fragilisée et insiste sur l'urgence d'agir. C'est parce que bois kalama wati na un tour d'okéa kala kana laje kajia ka foko sigatal bo akuma se yorom na mi bansran ame kon mi fotilia kake parce que mi bansra parce que akuma se yorom na be kasi donc na be kasi yemi fo atijo fin yere semaine kilin chien kabo donc anana mi kon kumbeta kwado mais na shina ayoro ma yana ka se yoro wera ma do wera ka sor ka fraka donc de kon bisa kan so anga furu bita fo bakime dun ko la donc ibaye nan ko ngatra traitement flakala oui à million kilin ko de donc on ngone ya damné de ambulo. Le cotonnier, on le fait, on le cultive pour ses fruits. Donc quand tu ne protèges pas les fruits, vraiment ça veut dire que tu as beau s'aimer en temps pour fertiliser, tant que les fruits ne sont pas, les capsules ne sont pas sécurisées, protégées, vraiment ça va. Donc raison pour laquelle on tient beaucoup à cette protection phyto du cotonnier. Donc vraiment je les invite à vraiment prendre toujours conseil auprès de nos conseillers agricoles pour une bonne utilisation, c'est une utilisation judicieuse. À cela aussi, là où l'investation est vraiment de taille, c'est de voir avec le producteur comment est-ce qu'il peut faire un traitement groupé pour circonscrire à l'infestation. Malgré les pertes déjà subies, la CMDT ambitionne de couvrir cette année 672 000 hectares de coton. Et à ce jour, plus de 622 500 sont déjà emblavés. Mais face aux jacides, le chronomètre tourne et les producteurs doivent désormais transformer l'inquiétude en action. Lancement à Blas de la campagne de sensibilisation pour la scolarisation des enfants et la fin du mariage précoce. L'événement s'inscrit dans le cadre du programme Nyeleni pour l'abandon de mariage des enfants et l'amélioration de leurs conditions de vie. Les détails avec Abdraman Senkare et Karamoro Traoré. Prestation des groupes de mobilisation locale et des artistes, témoignages d'un jeune shift sont entre autres activités marquant le lancement de la campagne 2025 de l'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD. Une campagne pour favoriser la scolarisation des enfants et lutter contre le mariage précoce, surtout concernant les filles.
Cette campagne prévoit des activités de sensibilisation dont les spots radio, les causeries débats dans les communes cibles. La communication digitale y sera aussi utilisée. Les jeunes shifters ont identifié comme thématique promouvoir l'éducation de la fille et sensibiliser les communautés pour l'abandon des mariages des enfants. Donc nous sommes là dans ce cadre-là pour le lancement des activités de la campagne. Les jeunes venus de Saint-Zana, Touna, Kemeni et Nampasso, en synergie avec les jeunes artistes de Bla, ont au cours de cette cérémonie lancé des messages forts sur des thématiques de cette campagne. Nous essayons de récupérer les enfants qui sont en situation difficile et puis les envoyer vers l'école à travers la stratégie SSAP. Nous travaillons aussi à l'autonomisation des enfants, surtout des jeunes filles, de sauver la jeune fille pour la permettre de refaire sa vie, soit pour aller à l'école ou bien pour commencer une activité génératrice de revenus en vue de lancer, de préparer son avenir. Votre thème s'inscrit en droite ligne sur la politique nationale de lutte contre le mariage d'enfants. La volonté des décideurs de mettre fin à la marginalisation des enfants. Notons que l'approche Shift est un modèle qui donne aux jeunes les moyens de mener eux-mêmes des campagnes pour un monde meilleur. Et à Caille, afin d'améliorer la résilience des pasteurs et agro-pasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel, un chèque de 37 500 000 francs CFA vient d'être remis à 150 bénéficiaires pour des activités génératrices de revenus dans le cadre du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Reportage à Kabadiara. Ils sont 150 récipiendaires à bénéficier des 37 500 000 francs CFA des activités génératrices de revenus AGR du projet PRAPS 2 Mali. Chaque bénéficiaire recevra 250 000 francs CFA, un montant qui leur permettra de renforcer leurs capacités dans les domaines du bétail, viande, de la transformation des produits laitiers et agroalimentaires, l'aviculture et l'aquaculture. Inch'Allah, nous saurons comment utiliser ces fonds. Pour avoir du travail aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. Donc c'est à bras ouverts que nous accueillons cette opportunité qui va nous permettre d'améliorer nos activités génératrices de revenus et nos conditions de vie. Cette activité n'est pas l'activité qui mobilise beaucoup d'argent, mais c'est une activité extrêmement importante pour le projet d'appui au pastoralisme au Sahel, parce que l'activité touche à une cible qui est très souvent laissée pour compte. C'est les personnes en difficulté, c'est aussi les jeunes. Le représentant du gouverneur de la région a exprimé ses vifs remerciements au département en charge de l'élevage et de la pêche, ses partenaires, notamment la Banque mondiale, pour ce appui constant aux pasteurs, agro-pasteurs de la région des Cailles, avant d'inviter les récipiendaires à en faire bon usage. C'est donc le lieu pour moi de féliciter les heureux bénéficiaires qui vous êtes pour le choix porté sur vous. Un choix qui est fonction de votre courage et votre détermination. Je vous exhorte à cet effet à faire bon usage de cet appui dans le domaine que vous-même avez choisi. Rappelons que la mise en œuvre du projet PRAPS 2 Mali vise 5 350 000 bénéficiaires directs, dont 30% de femmes et de jeunes pasteurs et leurs familles. La remise d'un chèque géant de 37 500 000 francs CFA a constitué l'un des temps forts de cette cérémonie de remise. Le 8 août prochain se tiendra la 4e édition de la Nuit de l'Union des journalistes reporters du Mali au CICB. En prélude à cet événement, les membres de la commission d'organisation ont animé une conférence de presse pour faire le point des préparatifs de la nuit, présenter les thèmes. Compte rendu, Djemba Moussa Konati. Cette conférence de presse annonce les couleurs de la 4e édition de la Nuit de l'Union des journalistes et reporters du Mali UGRM. La Nuit de l'UGRM récompense les meilleurs patrons de presse qui mettent leur personnel dans de bonnes conditions de travail. Elle encourage aussi les journalistes qui ont fait une meilleure production sur le thème de l'année. À travers cette nuit, l'UGRM entend célébrer l'excellence pour la 4e fois consécutive. Cette année,
nous allons primer au moins, on peut dire jusqu'à 6 premiers par catégorie, parce que les 6 premiers de chaque catégorie bénéficieront de la bourse d'études avec l'ISTM. Une activité sera organisée par l'ancien DG de l'ERTM, notre parrain, M. Salif Sanogo, qui va organiser un atelier sur l'impact et les dangers de l'intelligence artificielle. Et pour terminer avec l'innovation, la présentation des rapports sur la situation de la presse malienne. La désinformation et discours de haine, quel impact sur la cohésion sociale et le rôle de la presse dans la préservation de la démocratie sont les thèmes proposés aux candidats de cette 4e édition de la nuit de l'UGRM. À travers cette nuit, la fêtière veut contribuer à la formation des journalistes. Le jury a lancé le concours de production depuis le 15 mai qui a pu faire initialement le 12, mais là, ça a été prolongé au 24. En fait, c'est les thèmes qui sont à l'actualité, de raison pour laquelle les thèmes sont toujours choisis par rapport à l'actualité du pays. Cette année, 36 candidatures ont été enregistrées et les candidats compétiront dans la catégorie télé, radio et presse en ligne. La question de savoir si le concours concerne tous les organes de presse sur toute l'étendue du territoire national ou les stratégies de suivi des organes de presse pour mesurer l'impact du concours au niveau des rédactions ont intéressé les hommes des médias. Rappelons que l'ancien directeur général de l'ORTM, Salif Sanogo, est le parrain de cette nuit. AES Actualité, première escale Niger. Le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a reçu une délégation conjointe malienne-burkinabé, conduite par la ministre malienne en charge de l'environnement. Au cœur des échanges, les défis environnementaux communs aux 3 pays de l'AES. Jocelyne Amoussou. Dans le cadre de la forte relation entre les 3 pays de l'AES, cette délégation de la ministre malienne de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable et du directeur général de la Grande Muraille Verte du Burkina Faso a assisté à la fête nationale de l'arbre du Niger. Cette délégation est donc venue présenter ses civilités au président de la République, chef de l'État. Permettez-moi de remercier son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani. Nous sommes venus, c'est pour la 2e journée de l'arbre. À la suite de ça, nous sommes venus transmettre les salutations fraternelles de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État du Mali. Donc à la suite de nos échanges, nous avons parlé de la protection de l'environnement, des problèmes, des défis qui concernent nos 3 pays. Donc nous avons échangé sur ça et parlé aussi des solutions avec le président de la République du Niger. Était présent à cette audience le ministre en charge de l'environnement du Niger, le ministre directeur de cabinet du président de la République, porte-parole du gouvernement, et le conseiller chargé des questions stratégiques et diplomatiques du président de la République, chef de l'État. Et au Burkina Faso, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce lundi 4 août la cérémonie officielle de réouverture du stade du 4 août rénové. Selon le ministre chargé des Sports, le stade du 4 août rénové répond désormais aux normes internationales. Le film de la cérémonie d'ouverture avec Frédéric Nikiema. Après 4 ans de suspension, tel un phénix, le stade du 4 août renaît de ses cendres, paré de ses plus beaux atouts. Pour sa réouverture, les Burkinabés se mobilisent massivement. Estimés à plus de 26 000, ils sont venus témoigner du renouveau du football national. Et à cette occasion historique, plusieurs générations du football burkinabé et africain sont présents à Ouagadougou. Aux alentours de 16h, la maîtrise des cérémonies annonce l'arrivée du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, dans la cuvette nationale. La foule est en liesse. L'émotion est palpable. Plus de 4 ans après sa fermeture, les couleurs nationales flottent à nouveau dans l'enceinte sportive sous l'intonation du ditanier, l'hymne de la victoire. C'est un symbole fort de souveraineté sportive qui est ici célébré. Cette réouverture
traduit notre ferme volonté de redonner au Burkina Faso ses lettres de noblesse dans le domaine du sport, comme dans tous les autres secteurs stratégiques de notre développement. Ce moment que nous partageons aujourd'hui va bien au-delà de l'inauguration d'un stade rénové. Il symbolise une victoire, celle de la résilience, de la volonté politique affirmée et de l'unité nationale retrouvée. L'infrastructure que les Burkinabés célèbrent aujourd'hui a été entièrement transformée. Ils disposent désormais d'une pelouse certifiée et de pistes pour les athlètes. Conforme aux normes internationales, la cuvette nationale peut accueillir jusqu'à 55 000 spectateurs et s'étend sur près de 3 000 mètres carrés. Les plus hautes autorités ont donné des instructions claires au ministère en charge des sports, de la jeunesse et de l'emploi afin de garantir la pérennité du stade du 4 août. Sa gestion est confiée à Burkina Yinwisrmeta qui assurera un entretien régulier, une sécurité renforcée et une planification rigoureuse de son exploitation. La formation des techniciens d'entretien doit également être renforcée en partenariat avec les écoles de métiers du bâtiment afin de développer une expertise locale de qualité. La cérémonie dévoile également au public le nouveau maillot des étalons baptisé Victory d'Italie. Puis, dans le ciel dégagé, des parachutistes atterrissent sur la pelouse, apportant une touche spectaculaire à l'événement. Pour marquer l'instant, ce match inaugural opposant d'anciens internationaux africains à l'équipe composée de forces de défense et de sécurité. Un moment fort, chargé d'émotions qui sublime l'inauguration du nouveau stade du 4 août. Le chantage et l'extorsion sont des atteintes à la propriété. Les deux notions sont bien connues du public. Si l'une utilise par exemple des menaces de révélation, l'autre par contre emploie directement la force pour arriver à ses fins. Les deux sont sévèrement punis par le Code pénal dans ses articles 321-59 et 414-1. Chantage et extorsion dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou et Adaman Kamara. À la fois sombre et pernicieux, le chantage est une manipulation. Le maître chanteur force une personne à agir contre sa volonté. Il menace de divulguer les informations sensibles, embarrassantes, voire compromettantes. Il importe peu la forme, le chantage expose son auteur à de lourdes sanctions. Il s'agit pour une personne qui va effectivement menacer de révéler des informations de caractère diffamatoire. Et l'objectif est recherché in fine, c'est pour avoir auprès de la personne chantée une renonciation, une signature, par exemple une signature des dettes. Je peux vous chanter si vous ne faites pas, vous ne me faites pas une fausse attestation de dette ou bien de promesse, je vais révéler telle ou telle information à votre encontre. Donc c'est ça. Donc tout ce qui porte atteinte à l'honneur, le maître chanteur va effectivement aller dans ce sens-là. Donc, pour effectivement avoir quelque chose à la personne chantée. Donc, et le Code nous dit, notamment à l'article 321-59, quels sont effectivement ces moyens-là. Il s'agit effectivement soit d'obtenir une signature, soit une renonciation, ou bien la remise d'un fonds de valeur. Ça peut être une somme d'argent, ça peut être un papier. A contrario, nous avons l'extorsion. Elle est définie par le Code pénal dans son article 414-1 comme l'exercice de la force, de la violence, de la contrainte pour obtenir la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque. Ici, dans l'extorsion, on a de la violence. Or, vous-même, comme vous le savez, la violence, la menace et la contrainte sont des infractions à part entière dans le Code. Mais ici, elles ne constituent pas des infractions, mais elles constituent une composante d'une infraction, ce qui est l'infraction d'extorsion. Donc on va faire par tout moyen, une personne
va essayer d'exercer de la violence, de la force, de la contrainte sur une autre personne pour que cette personne-là accepte de lui donner une signature ou de renoncer à un droit ou de lui remettre des fonds, des valeurs. Donc vous voyez, alors même que dans le chantage, ce n'est pas le cas. C'est pour mettre la pression sur le mal, une pression psychologique, sans pour autant que ça soit la force. Et quand ça devient de la force, automatiquement on tombe dans l'extorsion. Mais du côté de l'extorsion aussi, quand on fait simplement une simple pression psychologique, là on tombe dans le chantage. Régis par les règles de droit, le chantage et l'extorsion ne sont pas autorisés au Mali. Quiconque se rend coupable sera donc puni. Si nous prenions l'article 321-59 du Code pénal, le chantage est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 100 000 francs. Quand on va à l'article 414, concernant l'extorsion, est puni d'abord d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende. Voilà, mais on peut effectivement l'interdiction de séjour ou l'incapacité d'exercer une fonction publique qui peuvent être prononcées. Et le chantage aussi va aussi, l'extorsion va aussi s'adresser aux saisies qui va détruire ou détourner un bien mis en gage. Alors, comme toute infraction, tout trouble à l'ordre public a des conséquences. Déjà, le seul fait même de troubler l'ordre public, c'est déjà une conséquence. Or, par principe, les règles sont édictées pour éviter tout trouble à l'ordre public. Si vous chantez une personne en vue d'avoir quelque chose, la personne le fait contre son gré. Et ça veut dire que, déjà, vous avez atteint même dans son patrimoine et dans sa dignité. D'ailleurs, le Code les prévoit que lorsque l'infraction d'extorsion a abouti effectivement ou s'adosse sur une peine criminelle, que le coupable, la peine criminelle serait adossée ou en tout cas appliquée à l'auteur. Le chantage ou l'extorsion vise en effet à obtenir le même résultat, l'un ou l'autre commis en raison du genre, de maladie ou d'une quelconque particularité de vulnérabilité constitue pour le Code pénal des circonstances aggravantes, puisque aggravantes, les peines prévues sont encore plus lourdes. Bien noté, Garibou Pérou. Du 15 août au 7 septembre 2025 aura lieu la Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta, président de la transition. C'est la principale information donnée lors d'un point de presse ce mardi. Le président de la commission d'organisation a souligné que l'édition 2025 sera exceptionnelle avec la participation des 19 régions, le district de Bamako et les institutions de la République. Le point avec Abdelkarim Kaba. L'édition 2025 de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, s'organise dans un contexte où notre pays vit une année de la culture très riche en événements. Il s'agit pour ce tournoi sportif fédérateur de mettre un accent particulier sur la promotion de notre patrimoine culturel et sportif. C'est aussi un événement unificateur avec des enjeux sportifs et culturels. À titre de rappel, en instituant cette Supercoupe, les initiateurs entendent toujours magnifier les actions louables posées par son Excellence général d'armée Assimi Goïta et par la même occasion contribuer au processus de réconciliation, d'unité nationale, d'éducation citoyenne et de vivre ensemble à travers le sport. Ce tournoi sportif concerne les équipes de football des 19 régions de notre pays et celles du district de Bamako à travers la participation active des institutions de la République, à savoir la présidence, le CNT et le gouvernement. L'édition 2025 sera spéciale et grandiose. Elle sera marquée par son caractère inclusif à travers la participation des nouvelles régions du Mali. À cet égard, l'édition 2025 se présente comme suit. Le nombre d'équipes participantes, 23, réparties en 4 poules. Et toutes les régions du Mali prendront part pour la première fois à la présente édition de la Supercoupe. Outre le district de Bamako, les 19 régions, il y aura traditionnellement 3 institutions de la République, à savoir la présidence de la République, le gouvernement et le CNT.
Pendant presque un mois, plus de 500 participants seront en compétition. Les rencontres auront lieu au stade Mamadou Konaté et Wenzen Koulibaly. La particularité de cette édition 2025 de la Supercoupe Générale d'Armée Assimi Goïta est que tous les matchs sont gagnants du début jusqu'à la fin. Donc, pas de match nul. Vivons le 15 août. Vice-championne d'Afrique des Nations, les Aigles Dames du Mali ont eu droit à un accueil triomphal ce lundi à leur retour de la Côte d'Ivoire. Elles ont été accueillies par le ministre en charge des Sports, accompagné de sa collègue de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à l'aéroport international président Modibo Keïta. C'est nous suivons cet accueil avec Salif Ouedraogo et Tchadja Kamara. L'avion transportant les aigles du Mali et leur encadrement s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta. Il était 23h50. À leur descente, les vice-champions d'Afrique ont été chaleureusement accueillis avec des acclamations. Poignées de main accompagnées de mots d'encouragement. Médaille d'argent au cou, les aigles basketteuses ont reçu les honneurs de la nation à leur arrivée ce lundi 4 août. En provenance d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vraiment, alors vraiment, l'accueil a été très chaleureux, franchement. On remercie le ministre et puis tous les gens qui se sont déplacés pour venir nous accueillir, ça fait plaisir. On va en mission pour la patrie et quand on revient avec une deuxième place, et les autorités nous reçoivent, c'est une bonne chose pour les joueurs, c'est une bonne chose pour l'encadrement, parce qu'on est parti au nom de la patrie et que la patrie nous soit reconnaissante, c'est vraiment quelque chose de bien. Les basketteuses ont ensuite esquissé quelques pas de danse, une manière de communier avec les supporters du l'UNASAM habillés aux couleurs nationales. Félicitations au nom de toutes les femmes du Mali, à nos braves dames qui ont su lever les couleurs de notre drapeau à hauteur de souhait. Donc au-delà de ce résultat sportif aussi, elles ont lancé un message qui est que la femme malienne est forte, résiliente et capable d'exceller et de briller et donner d'inspiration aussi. Chapeau à nos braves filles. Il y a des émotions qui parcouraient tout notre corps et je pense que c'est le même cas pour tous les Maliens. Et nous sommes très très fiers d'elles. Parce que le travail qui a été fait n'est pas un petit travail. Je pense que c'est l'occasion de remercier et la Fédération malienne de basketball et l'encadrement et tous les acteurs qui ont contribué à ce que ces filles aujourd'hui soient à ce niveau, mais surtout les joueuses elles-mêmes. Elles ont joué, elles ont montré leur technicité, mais elles ont montré leur amour pour leur pays. Et nous sommes certains que la prochaine étape, la Coupe va venir au Mali. Après les honneurs de la nation, le bus transportant les vice-champions d'Afrique a pris la direction de la ville. Ce groupe Aigle a promis de ramener le trophée de l'Afro-Basket en 2027. Bravo les filles. Orange Mali, partenaire officiel de basketball malien, a exprimé son soutien en offrant 10 millions de francs CFA aux Aigles Dames. La cérémonie s'est déroulée à Bamako en présence des membres de la Fédération malienne de basketball, les représentants d'Orange Mali et de nombreux supporters. Les temps forts avec Assassoumari. Un chèque de 10 millions de francs CFA plus des téléphones iPhone 16 et parfums ont été offerts par la Fédération malienne de basketball et Orange Mali aux Aigles basketteuses du Mali, vice-championne d'Afrique 2025, lors d'une cérémonie de réception ce mardi à l'hôtel Columbus. Une tradition respectée par la Fédération et son partenaire Orange Mali. Les responsables d'Orange Mali ont pris le temps de féliciter les joueuses et leur encadrement pour leur brillant parcours lors de l'Afro-Basket féminin à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est un sentiment de grande fierté et de grande joie. Nous avons tenu à venir aujourd'hui célébrer nos championnes, nos vice-championnes d'Afrique pour leur parcours exemplaire lors de l'Afro-Basket qui a eu lieu à Abidjan. Et nous souhaitions aujourd'hui féliciter au nom de la Direction générale d'Orange Mali, de tout le personnel d'Orange Mali, cette équipe du Mali qui a fait flotter le drapeau malien très haut et qui a porté nos couleurs
à Abidjan. Quant au président de la Fédération malienne de basketball, maître Jean-Claude Sidibé, très ému, a félicité une fois de plus l'équipe, affirmant qu'elle est tombée les armes à la main. J'étais insatisfait après avoir échoué en finale, mais le flot de messages que j'ai reçus des autorités, des Maliens lambda, me font dire qu'on a fait un très bon travail. Bon, j'aurais aimé cette année avoir la coupe. Malheureusement, l'ogre nigérian était devant nous. On va continuer à travailler. J'ai dit aux filles à la fin du match, toutes pensaient que le président serait effondré. J'ai dit non, on va se relever. On va gagner cette coupe-là. Dans 2 ans, on revient. Je voulais lâcher la fédération, mais j'ai dit aux filles, je ne lâcherai pas, je serai là. Je serai avec vous, je ne vous abandonnerai pas. On aura cette coupe-là en 2027. On va travailler pour que la coupe ait lieu à Bamako, Inch'Allah. Les joueuses ont exprimé leur gratitude envers Orange Mali, le bureau fédéral, les autorités du pays et le public sportif malien pour leur soutien indéfectible tout au long de leur parcours. Vraiment, on est contente. On sait qu'on était parti pour des coupes. Des choses, c'était pour gagner, mais on n'a pas gagné. Mais je suis contente et aucun regret. On va continuer à travailler, Inch'Allah, dans 10 ans pour rapporter des coupes, Inch'Allah. La capitaine Diana Bandiaï et ses coéquipières promettent de revenir encore plus fortes lors des prochaines échéances pour porter encore plus haut le basket féminin malien vers de nouveaux sommets. La cérémonie a pris fin par un cocktail et une photo de famille. Et ce communiqué du gouvernement de la transition, c'est avec une profonde douleur que le gouvernement de la transition a appris le décès aujourd'hui à Bamako de l'ancienne première dame, Madame Keïta Fatmata Diallo, âgée de 82 ans, épouse de feu Modibo Keïta, premier président de la République du Mali. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement de la transition, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et du peuple malien, présente ses condoléances les plus attristées à sa famille durement éplorée et prie pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Que Dieu, dans sa miséricorde, lui accorde sa grâce infinie. Signé le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Le professeur Nti Idriss Mariko, ancien ministre des Sports, des Arts et de la Culture de 1980 à 1985, n'est plus l'ancien chef du département des lettres à l'École normale supérieure de Bamako et auteur de plusieurs publications, est décédé des suites d'une longue maladie. Ses obsèques ont eu lieu aujourd'hui à Djelibougou, compte rendu Fadema Keïta. On pleure tous les morts, mais plus dur pour la famille et la nation est la disparition de celui qui est resté un modèle, un repère, voire une référence. Né à Domba, actuelle région de Bougouni, vers 1940, Nti Idriss Mariko, formé à l'université de Cayenne en France, où il obtient successivement une licence S-Lettres en 1965, un diplôme d'études supérieures en 1966, un doctorat S-Lettres en 1968, a su mettre à la disposition de ses fils et des universitaires du pays ses connaissances acquises. Les fils et petits-fils du défunt ont du mal à lui rendre un dernier hommage. Tu as été un papa ferme, exigeant, mais toujours là pour nous. Toujours à l'écoute, un papa qui nous guidait sans jamais nous juger. Papa, tu as été pour nous joie et résilience. Le professeur que tu es n'aurait pas apprécié les phrases longues et ennuyantes. Son riche parcours professionnel, fruit de la formation académique reçue, fit de lui un professeur et cadre émérite. Cela pour avoir été directeur national des arts et de la culture, des affaires sociales, conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale, ministre des Sports, des Arts et de la Culture de 1980 à 1985. Celui que toute la nation pleure a été président de la zone 2 du Conseil supérieur du sport en Afrique, était un intellectuel hors pair, auteur de plusieurs publications. Le professeur Nti Idriss Mariko est auteur de nombreux textes sur le plan scientifique. Aimé Césaire, poète et homme de combat, naissance de la poésie noire, le critique africain et son peuple comme producteur de civilisation. Il a aussi légué à la postérité une œuvre
riche et immense composé d'un certain nombre de romans. Moriba Yassa, le paresseux, conte du Mali, la rançon de la désobéissance et autres contes du Mali. Il a été officier de l'ordre national du Mali. Nous venons de perdre Andji Idriss Mariko, un homme de référence. C'est-à-dire qu'un intellectuel qui a servi le pays et de tous ses efforts et qui a mis son intelligence au service du Mali, au service du pays. Le procès Andji Idriss Mariko, qui laisse ainsi dans le désarroi son épouse, ses enfants, de nombreux petits-fils et ressortissants de Bougouni et proches collaborateurs reposent désormais au cimetière de Sotuba. Que l'Éternel l'accueille dans son paradis. Amen. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Dieu voulant, et bonne fin de soirée à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons